Alors bonjour à tous, je suis vraiment très heureuse d'être ici parmi vous et notamment pour vous introduire donc cette thématique qui est une des thématiques phares de la psychologie positive qui porte donc sur la gratitude. Peut-être pour commencer, essayer de vous faire comprendre le lien entre gratitude et bien-être au travail et plus largement bien-être social, je vais commencer par vous parler de son contraire, c'est-à-dire actuellement on a de plus en plus de retours à la fois du milieu du travail, mais aussi de la part des enseignants, des parents, etc. Énormément de retours sur finalement le déficit de reconnaissance, le manque d'expression de gratitude dans ces différents champs, qui est une des grandes sources de souffrance actuellement. Ça a été même appelé récemment par Leah Waiters trouble de déficit de reconnaissance au travail. Donc c'est un trouble identifié qui est un des facteurs de burn-out aujourd'hui. On retrouve aussi les mêmes caractéristiques qu'expriment les enseignants qui parlent d'élèves clients qui viennent un peu en touriste à l'école. Et donc, quand l'enseignant, par exemple, propose aujourd'hui, on va faire du calcul. Ah non, moi, j'ai pas envie. Donc, je continue à lire mon petit magazine, etc. Et les enseignants expriment vraiment une grande souffrance par rapport au fait que les élèves ne les remercient jamais pour tous les efforts qu'ils font de préparer des cours à des activités intéressantes. Et ils ne reçoivent non plus jamais de reconnaissance de la hiérarchie, puisque, alors, en tout cas en France, quand l'inspection vient, en général, ce n'est pas pour les féliciter. Et donc, voilà, ils sont vraiment dans une grande souffrance. Et puis, même au niveau des familles, les parents rapportent souvent le fait que les enfants ne disent jamais merci, ils veulent toujours plus, toujours ce que veut le voisin, etc. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui semble très prégnant dans différents contextes. Et la psychologie positive s'est donc intéressée à comment la gratitude, qu'est-ce qui, à l'inverse de cette absence de gratitude, qu'est-ce qui permet que la gratitude favorise plus de bien-être, et est-ce qu'on peut aider à développer plus d'expression de gratitude et aussi plus d'émotions de gratitude, ce qui favoriserait évidemment l'expression. Alors pourquoi on observe ce déficit? Juste un petit passage sur comment on peut comprendre ce qu'on observe actuellement. Il y a une première dimension qui va nous aider à comprendre quelles sont les composantes nécessaires pour éprouver de la gratitude. La première dimension, c'est on parle aujourd'hui d'une génération qui est davantage autocentrée, davantage narcissique. Generation Me, il y a un très bon ouvrage de Twain à ce sujet. Qui présente finalement des personnes qui ont moins conscience des efforts que font les autres pour permettre que les choses se déroulent bien dans une journée. Une deuxième dimension qui pourrait expliquer ce déficit d'expression de gratitude, c'est peut-être aussi notre tendance, et en particulier en France, au Québec c'est peut-être moins présent, mais notre tendance à toujours voir ce qui dysfonctionne, ce qui est problématique dans les situations, et aussi la valorisation de la critique négative. Parce que la critique pourrait être constructive, mais on valorise beaucoup plus les critiques négatives sur les personnes. Par exemple, dans une recherche, on avait demandé à des étudiants d'évaluer l'intelligence de personnes qui avaient écrit des critiques d'ouvrages. Et en fait, il y avait des critiques positives et des critiques négatives, et on leur demandait d'évaluer l'intelligence. Et systématiquement, les étudiants évaluaient comme plus intelligents ceux qui faisaient des critiques négatives. Et donc, quand vous êtes dans une réunion, vous avez beaucoup plus intérêt à critiquer de manière négative quelque chose pour avoir l'air intelligent, et c'est ce que font les gens. Et en particulier en France, on est très fort pour ça. Donc, ça contribue au fait que finalement, exprimer de la gratitude, on a plutôt l'air de se croire dans le monde des bisounours, on a l'air d'un doux naïf, d'un doux rêveur, etc. Et donc, ce n'est pas très bienvenu dans ce contexte. Une troisième hypothèse qui permettrait de comprendre ce manque d'expression de gratitude, c'est probablement, et Charles et Martin y ont fait référence tout à l'heure, un déficit de compétences émotionnelles. C'est-à-dire que pour pouvoir exprimer de la gratitude, encore faut-il la repérer, l'identifier comme telle et être capable de l'exprimer de la bonne manière en fonction du contexte. Dire merci, dans certains contextes, ça peut dire merci oralement, ça peut mettre les gens mal à l'aise, donc ça va être mal perçu, etc. Donc c'est pas quelque chose de simple à manier. Ça implique des compétences émotionnelles qui, pour l'instant, n'avaient pas encore été beaucoup développées dans les écoles. Donc depuis un an, il commence à y avoir de plus en plus de programmes en France. Je
sais qu'au Québec, il y a aussi des programmes de développement des compétences psychosociales où on travaille vraiment sur ces compétences émotionnelles, comment on peut apprendre dès la maternelle, dès le plus jeune âge, à identifier les émotions, à les exprimer d'une manière qui convient en fonction de la personne qui est en face, etc. Donc peut-être que ça va améliorer l'expression de la gratitude. Alors au travail, on a mené plusieurs enquêtes pour essayer de comprendre pourquoi il y avait ce déficit d'expression de gratitude au travail. Et ce qui en remonte, ce qui est ressorti de ces enquêtes, c'est le manque de temps. Évidemment, tout le monde en manque, et avec l'augmentation de l'information qui double régulièrement, ça fait de moins en moins de temps consacré pour remercier les personnes. Une autre dimension, c'est l'habitude. Quand quelqu'un fait quelque chose de chouette pour vous, par exemple, il vous amène le thé ou il vous aide à bien compléter les dossiers, etc., petit à petit, ça devient une habitude, donc on ne le remercie pas. Et en plus, comme c'est son boulot, il est payé pour ça, on n'a pas de raison de le remercier. Donc ça fait beaucoup d'éléments qui, finalement, au travail, justifient qu'on n'ait pas besoin de remercier les autres. D'ailleurs, dans une enquête, il avait été montré que dans l'année passée, 80% des salariés disaient ne jamais avoir remercié un collaborateur, donc sur l'ensemble de l'année. Donc ça veut dire très peu de personnes finalement qui remercient les collaborateurs. Et certains disaient c'est notamment parce qu'ils ont le sentiment de faire toujours plus. Et c'est aussi ce qui ressort dans les familles. Les parents ont toujours l'impression de faire plus. Quand enfin l'enfant débarrasse la table, pourquoi on va lui dire merci? Mais du coup, ça fait aussi ce déficit d'expression de la gratitude. Et nous, on est des modèles pour les enfants. Donc si nous-mêmes, on ne remercie pas, pourquoi est-ce qu'eux se mettraient à le faire? Au travail, il y a aussi cette difficulté à exprimer des émotions, donc qui est en lien avec les cultures d'entreprise, où pour l'instant, en tout cas en France, c'est très présent. On considère qu'il faut laisser les émotions à la porte. Donc quand on vient au travail, on laisse les émotions dehors. Et on est censé travailler juste avec le cerveau préfrontal qui s'occupe du raisonnement. Alors évidemment, les chercheurs montrent que ça ne fonctionne pas comme ça, mais il y a cette croyance qu'il ne faut pas laisser transparaître des émotions quand on est au travail, et donc exprimer de la gratitude. Je ne vous ai pas présenté les témoignages vu le temps imparti, mais les témoignages sont souvent très chargés en émotions. Quand on exprime de la gratitude, on a facilement les larmes aux yeux, etc. Donc, dans le cadre du travail, c'est un peu compliqué à réguler en fonction de la culture d'entreprise. Même s'il y a de plus en plus d'entreprises avec qui on travaille qui ont décidé de mettre en place des espaces d'expression des émotions. Par exemple, le matin, en arrivant, ils font une petite réunion simplement où chacun peut donner sa météo, comment il se sent aujourd'hui au travail en fonction de la quantité, de la charge de travail, etc., comment il se sent. Et ça permet petit à petit de laisser un peu plus circuler la question des émotions. Au niveau de la gratitude, d'autres managers nous disaient qu'il y avait une difficulté en termes de dissymétrie, et j'y reviendrai juste après. Exprimer de la gratitude, c'est en quelque sorte reconnaître qu'on a besoin de l'autre pour que ça fonctionne bien, qu'on a besoin de l'autre pour son bien-être, et ça le met presque en situation de supériorité. Et d'ailleurs, moi je forme les travailleurs sociaux, les éducateurs spécialisés, etc., qui, eux, nous font souvent remonter que quand ils aident des personnes, les personnes ne les remercient pas, parce qu'en fait, il y a ce problème de ne pas pouvoir rendre l'appareil, on ne se sent pas à l'aise, on ne sait pas comment gérer finalement cette question de la gratitude en lien avec la dissymétrie. Et puis, des managers et des dirigeants ont essayé d'exprimer la difficulté par rapport au fait que si on dit merci, les personnes vont attendre quelque chose de plus, c'est-à-dire le merci devrait être accompagné d'une augmentation, d'une promotion, de quelque chose. D'ailleurs, quand j'intervenais à l'île de la Réunion aussi pour des personnes dans le diplôme de psychologie positive, une des dirigeantes disait, c'était une manager qui travaillait dans le bâtiment. Elle disait, moi je suis d'Amérique latine, j'ai l'habitude d'exprimer la gratitude facilement, etc. Et les ouvriers me disent, c'est sympa ta gratitude, j'en fais un cornet de frites, moi ce que je veux c'est une augmentation. Et donc elle disait, voilà, c'est pas très simple l'expression de la gratitude au travail. Donc voilà, beaucoup de raisons qui font que pour l'instant,
Ça semble compliqué, même si certaines entreprises ont trouvé d'autres moyens, par exemple en proposant un mur de la gratitude, alors ça peut être sous forme de post-it ou des tableaux, etc., où on peut placer des mots de gratitude. Donc ça, du coup, il n'y a pas l'expression orale avec les émotions qui accompagnent, qui peuvent compliquer. On peut mettre des mots qui sont anonymes ou qui sont signés, donc ça peut déjà aider à faire circuler quelque chose autour de la gratitude. Alors, qu'est-ce que c'est que cette émotion de gratitude ? C'est une émotion complexe, c'est-à-dire qu'elle mêle en fait plusieurs autres émotions, telles que la joie, la surprise. Souvent, on augmente le sentiment de gratitude lorsqu'on est surpris par quelque chose. On ne s'attendait pas à ce que quelqu'un vienne nous aider, on ne s'attendait pas à cette visite, à cet appel téléphonique. Et donc, ça augmente le sentiment de gratitude. Alors que, bien sûr, si c'est Noël, on s'attend à avoir des cadeaux. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les parents sont toujours déçus, parce que les enfants ne disent pas merci. Parce évidemment, ils s'attendaient à avoir plein de cadeaux. Et au contraire, ils vont dire « Ah bon, c'est tout ?» Donc ça, c'est la différence. Quand on essaye de cultiver cette émotion de gratitude, il faut vraiment essayer de favoriser une réorientation du regard pour être capable de percevoir des éléments de surprise dans les situations. L'émerveillement aussi, parce que la gratitude peut être à la fois interpersonnelle, la gratitude qu'on éprouve envers une personne, mais elle peut aussi être auto-transcendante, c'est-à-dire concerner des éléments comme la nature. Donc on peut s'émerveiller et du coup éprouver de la gratitude par rapport à la nature. J'avais donné la dernière fois un exemple qui était lié à un événement qui m'est arrivé, où je devais aller à Paris pour une conférence à l'UNESCO. Et j'étais en retard, comme toujours. Donc je courais après le temps. Et donc il fallait que j'attrape mon train. Et je suis arrivée juste au parking. Et je me suis dit, il ne va pas y avoir de place, je ne vais jamais y arriver. Et puis à ce moment-là, il y a une personne qui quitte sa place de parking. Donc je m'apprête à me garer. En fait, il y avait quelqu'un qui était là déjà, avant moi. Et donc je me suis dit, bon, tant pis, je vais arrêter le train. Et en fait, le jeune homme me dit, non, allez-y. Donc là, j'ai éprouvé vraiment la gratitude interpersonnelle envers cette personne. Et puis j'ai couru tout ce que je pouvais jusqu'à la gare. Et juste au moment où je suis arrivée, je voyais sur l'horloge que c'était pile l'heure du train et que j'aurais jamais le temps de descendre sur le 3e quai, etc. Donc je me suis dit, bon, tant pis. Et puis à ce moment-là, j'entends dans le haut-parleur quelqu'un qui dit, en raison d'un problème d'acheminement de personnel, le train pour Paris aura 10 minutes de retard. Et donc là, j'ai éprouvé la gratitude auto-transcendante envers la vie pour cette chance. Puisqu'évidemment, la personne ne me connaissait pas et ne savait pas que j'avais un train à prendre, mais j'ai éprouvé cette gratitude envers la vie. Alors la gratitude, ce n'est pas juste le fait de dire merci. Ce n'est pas simplement un élément de politesse, c'est vraiment cette émotion qu'on peut éprouver dans les situations telles que je viens de vous décrire. Et cette émotion se distingue du sentiment de dette. C'est-à-dire parfois quand quelqu'un vous aide ou vous apporte quelque chose, vous n'avez pas forcément une émotion de gratitude, vous pouvez avoir un sentiment de dette, c'est-à-dire je vais devoir lui rendre l'appareil. Et ça, c'est vraiment deux émotions distinctes. Une émotion qui est la gratitude, qui est une émotion agréable et qui va entraîner un certain nombre d'effets bénéfiques que je vais vous présenter juste après. Et l'autre émotion, qui est l'émotion, ce sentiment de dette, qui est plutôt une émotion désagréable et qui va entraîner des conséquences auxquelles on ne s'attendait pas jusqu'à ce que des travaux de psychologie positive s'y intéressent. Alors, on pourrait se dire, mais le sentiment de dette, c'est très utile en termes d'interaction sociale, parce que si on se sent redevable, ça va encourager plus de comportements prosociaux, plus de soutien mutuel, de solidarité. Donc, ça devrait être une émotion aussi importante à cultiver. En fait, ce que montrent les recherches, c'est que le sentiment de dette va générer plutôt un évitement du bienfaiteur et pas davantage de comportements prosociaux, tandis que la gratitude va encourager un rapprochement du bienfaiteur et va augmenter la tendance à reproduire un geste prosocial envers cette personne, mais aussi envers de tierces personnes. Donc c'est une émotion en fait qui va diffuser, dont les effets bénéfiques vont se diffuser plus largement et qui en fait vraiment une émotion prosociale par excellence.
Alors le degré de sentiment de dette ou d'émotion de gratitude, on peut avoir les deux, hein, on peut éprouver les deux, et le niveau de chaque va dépendre des cultures, de la culture, notamment dans les pays asiatiques. On constate que les personnes éprouvent plus de sentiments de dette lorsqu'elles ont reçu un don ou lorsqu'elles ont reçu de l'aide. Elles ont été éduquées à éprouver ce sentiment de dette. Quand on vient t'aider, tu dois rendre l'appareil et plus. Et donc, il y a vraiment ça qui est très ancré culturellement, alors qu'aux États-Unis, le sentiment, quand vous recevez de l'aide ou un cadeau, vous avez le sentiment de gratitude qui arrive presque complètement pur et très peu de sentiment de dette. Dans les pays européens, on a un peu un équilibre entre les deux, avec un peu plus de gratitude que de sentiment de dette. Le degré va aussi dépendre des attentes d'autrui. Plus une personne s'attend à ce que vous la remerciez, moins vous allez éprouver de gratitude. Et ça, je pense que c'est important en tant que parent. On essaye toujours d'expliquer aux enfants, il faut dire merci. Quand tu reçois quelque chose de ta grand-mère, tu dis merci, etc. Mais en fait, c'est très utile. Et la politesse, c'est vraiment quelque chose d'utile à cultiver. Mais par contre, ça ne cultive pas l'émotion de gratitude. On est en train d'aplatir l'émotion de gratitude, qui donc est à cultiver par ailleurs avec d'autres moyens dont je parlerai si j'ai le temps. Donc, qu'est-ce qui permet de développer cette émotion de gratitude? D'une part, c'est l'attention, être attentif à ce qui se passe. Et par rapport à ça, donc Simon Grégoire vous présentera juste après les travaux sur la pleine conscience. La présence attentive, cette capacité à être attentif au moment présent, va être déterminante pour percevoir les gestes que les autres font et qui me font du bien. La capacité d'empathie est aussi une des conditions. Et si je suis capable de me mettre à la place de l'autre, je perçois les efforts qu'il a fournis et donc ça va augmenter cette émotion de gratitude. Il y a aussi une dimension dont on parle moins, mais qui est très importante, qui est la question de l'humilité, c'est-à-dire accepter cette forme d'interdépendance. Sans les autres, la vie serait plus compliquée, serait plus difficile. Et donc j'accepte ce soutien et ça va augmenter la capacité à éprouver de la gratitude. Ça implique aussi, dans les conditions préalables, une capacité à identifier les émotions et à pouvoir accepter ces émotions, c'est-à-dire la gratitude ne vient pas forcément seule, elle peut venir aussi accompagnée d'émotions moins agréables comme la nostalgie si la personne est décédée, comme le sentiment de dette si on sent qu'on doit rendre l'appareil, etc. L'expression de gratitude, comme je le disais, va avoir des effets bénéfiques un peu en cascade. C'est-à-dire, quand vous exprimez la gratitude, vous augmentez le sentiment de bien-être d'autrui parce que vous augmentez son sentiment d'utilité sociale. Il a l'impression que ce qu'il a fait a été utile pour vous et ça va augmenter le sens de la vie pour cette personne-là et donc le bien-être durable. Ça encourage l'autre à reproduire cet acte bienveillant, donc ça va avoir des effets positifs sur d'autres personnes, et ça encourage la personne elle-même à en faire de même. Ça va améliorer aussi la qualité de la relation, ça augmente le sentiment de confiance, l'intérêt qu'on a pour autrui. Par exemple, suite à une interaction où on éprouve de la gratitude, on a tendance à plus poser de questions personnelles, qu'est-ce que tu fais dans la vie, qu'est-ce que tu aimes faire, etc., à des inconnus qu'on rencontre dans cette interaction. Ça va augmenter les comportements aussi de bienveillance et de coopération, ce qui va être essentiel aussi dans le milieu du travail. Au-delà de ces effets de l'expression de la gratitude, il y a des effets pour la personne qui éprouve la gratitude, ce qui est différent du sentiment de dette. Il va y avoir des effets sur les 3 dimensions de la santé telles que définies par l'OMS, la santé physique, mentale et sociale. Donc à la fois un effet sur la vitalité, le sentiment d'être en forme, sur les défenses immunitaires. Ça va réduire aussi les effets délétères du stress. Je n'aurai pas le temps de développer, mais vous pouvez voir les travaux de Fredrickson à ce sujet. Au niveau de la santé mentale, ça diminue les symptômes anxieux et dépressifs et ça augmente la satisfaction par rapport à la vie parce qu'en fait, la gratitude nous aide à percevoir davantage les éléments positifs et satisfaisants du quotidien. On oriente l'attention davantage vers ces éléments-là, alors que, comme le disaient Charles et Martin tout à l'heure, notre cerveau est câblé pour percevoir en priorité ce qui est menaçant, ce qui est compliqué dans les situations. Et donc, la gratitude nous permet de rééquilibrer nos perceptions, de percevoir bien sûr ce qui est menaçant, mais aussi tous les autres aspects positifs dans une situation ou dans une interaction. Ça va avoir des effets aussi à plus long terme, puisque, comme Charles le présentait tout à l'heure avec le modèle de Fredrickson,
en augmentant les émotions positives, on va permettre à la personne de s'adapter plus facilement à des situations de manière plus créative. Ça augmente la créativité, la capacité à résoudre des problèmes et à développer de nouvelles compétences qui vont agir en termes de facteurs de protection pour la suite. Au-delà de l'émotion de gratitude, il y a ce qu'on appelle un trait de personnalité, ou en tout cas une dimension plus stable qu'on appelle l'orientation reconnaissante, qui consiste en fait à éprouver plus fréquemment des émotions de gratitude de manière plus intense que la moyenne pour un plus grand nombre de choses différentes et envers un plus grand nombre de personnes. Donc ce trait qu'on a appelé l'orientation reconnaissante est associé de manière forte au bien-être durable pour plusieurs raisons. Tout d'abord, après les raisons, je terminerai. Tout d'abord, il permet de contrecarrer ce biais de négativité dont je viens de vous parler. Donc, permet de rééquilibrer les perceptions. Il permet de mieux se remémorer, se souvenir, de mieux encoder les événements positifs, puisque c'est une émotion intense. Donc, il va aider l'encodage de cet événement et donc de pouvoir s'en rappeler plus facilement. Ça permet de contrecarrer ce qu'on appelle l'adaptation hédonique, c'est-à-dire l'adaptation aux éléments satisfaisants du quotidien. L'être humain a cette capacité incroyable de pouvoir s'adapter à toutes les situations très rapidement. Il s'adapte encore plus facilement à ce qui est positif. Donc, par exemple, quand vous changez de maison, vous achetez une nouvelle voiture, etc., en fait, très rapidement, vous allez vous adapter. Moi, quand j'ai acheté une voiture qui démarrait en hiver, au début, c'était un miracle. Je me disais, tiens, elle a encore démarré, c'est incroyable. Et puis, au bout de 2 semaines, évidemment, c'est normal, tout le monde a une voiture qui démarre en hiver, rien de plus normal. Donc, on s'habitue finalement très rapidement. Et si on pratique des exercices de gratitude, ça nous permet de reprendre la perspective, de se dire, oui, c'est vraiment une chance quand même d'avoir cette voiture qui démarre, d'avoir des lunettes dans lesquelles on voit bien, etc. Et on peut redécouvrir un peu son quotidien à travers ces nouvelles lunettes. Ça permet aussi, cette orientation reconnaissante diminue les effets de la comparaison sociale ascendante. Habituellement, on a tendance à regarder tous ceux qui arrivent mieux à parler que nous, qui sont moins angoissés, qui sont plus riches, qui sont plus beaux, etc. Et avec la gratitude, ça oriente l'attention sur ce qu'on a déjà et la chance qu'on a déjà. Moi, je travaillais beaucoup dans l'humanitaire. À chaque fois que je revenais en France, je me disais, mais c'est incroyable, la France, quelle chance on a. Puis au bout de 2-3 mois, on commence à se plaindre. Ah oui, la France, c'est difficile, tout ça, l'éducation. Puis après, on repart, on revient là, à nouveau, ces nouvelles lunettes qui nous aident à mieux profiter du quotidien. Alors, je n'aurai pas le temps de développer sur les différentes pratiques qui permettent d'augmenter l'orientation reconnaissante, parce qu'on parle d'un trait qui est stable, mais en fait, c'est aussi une compétence qu'on peut vraiment développer. Ce regard sur son quotidien, c'est quelque chose qu'on peut développer à travers des pratiques comme le journal de gratitude, dont je vous ai mis la consigne, ou bien à travers d'autres pratiques comme la lettre de gratitude, la visite de gratitude, que je pourrais développer par ailleurs pour ceux qui sont intéressés. Et donc, il y a un certain nombre de projets qu'on met en place dans les écoles pour développer ces différentes dimensions. Alors, on a mis en place un projet qui a été financé par l'Institut national de prévention qui était destiné à des élèves de primaire, où on a constaté une augmentation de l'humeur positive, du sentiment de vitalité. Et puis, on a développé par la suite des projets avec des enfants plus jeunes, donc dès 3-4 ans, à la fois dans les familles et dans les établissements scolaires, pour essayer de modifier un peu cette culture qu'on a, où on n'exprime pas sa gratitude. Et les enseignantes qui ont participé à ces projets ont vraiment, ça a complètement changé leur quotidien, parce que pour la première fois de leur vie, elles recevaient tous les jours des remerciements, ce qui a évidemment complètement changé l'envie de se lever le matin, la motivation à préparer les cours, etc. Je vous remercie de votre attention.